sont actuellement près de 4500, un retrait progressif qui suivra le déploiement des forces africaines de la MISMA. Si Paris s'insurge lorsqu'on ose parler d'enlisement, il est clair pour tout le monde que le plus dur reste à faire et qu'il est impossible de dire combien de temps sera nécessaire pour aller, comme l'a promis le président français François Hollande, jusqu'au bout. David Bachet, Bamako, RFI, France Info. Bonjour Antoine Glaser. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique. La progression militaire, comme on vient de l'entendre, peut-être pour aller jusqu'au bout à un moment ou à un autre, grâce à la France, permet-elle au pays de s'engager réellement sur sa reconstruction? Attends, c'est grave, ça, elles sont plus dans ma poche. Difficile, c'est vrai que la phase militaire a été rapide, bon, on voit que c'est un succès, mais je veux dire, ce pays est profondément déstabilisé, et même s'il y a des commissions de réconciliation qui sont mises en œuvre par le président par intérim Diokounda Traoré, on voit bien qu'on imagine mal qu'il puisse y avoir des élections comme prévu avant le 30 juillet 2013. Et il y a on voit bien que dans le nord du pays, les principales villes, en particulier Gao, on ne voit pas tellement comment il peut s'installer, on peut préparer des élections dans le nord du pays. D'une part, à cause évidemment de la présence militaire et des rebelles qui sont toujours autour, des terroristes, mais il y a aussi le combat contre ces terroristes. Certains d'entre eux font partie de groupes rebelles touaregs qui refusent de reconnaître l'autorité centrale de Bamako. Que se passe-t-il avec eux? Comment ça va évoluer? Ça va être d'autant plus difficile que ce fameux mouvement national de libération de l'Azawad et MNLA qui combat avec les troupes françaises et qui ont aidé d'ailleurs les Français à combattre dans le massif des Ifogas qu'ils connaissent bien, ne veulent pas désarmer avant des négociations avec le gouvernement central. Il faut rappeler qu'au départ, ils avaient demandé l'indépendance, maintenant ils prennent l'autodétermination du nord du pays. D'autre part, c'est vrai que du côté français, on sent qu'il y a une volonté d'accélérer les choses sur le plan politique pour revenir à un ordre constitutionnel. Le président par intérim, normalement, qui était là pour un an depuis le 12 avril 2012, là on va arriver au 12 avril 2013, donc l'ordre constitutionnel ne sera plus effectif. Et la France est très ennuyée parce que ses partenaires, les principaux partenaires et ses alliés, en particulier les États-Unis, vont sans doute être très réticents à voter les résolutions des Nations Unies présentées par la France, qui veut absolument qu'il y ait une opération de maintien de la paix des Nations Unies qui soit un peu maintenant la mise sous tutelle des forces africaines. Et la France aimerait bien, de cette façon-là, se retirer sur la pointe des pieds. Franchement, ça paraît extrêmement difficile actuellement. Qui tient les rênes du pays aujourd'hui? Celui qui tient vraiment les rênes du pays, alors bien sûr on voit toujours le président Diokounda Traoré, mais c'est vrai que les anciens chefs de la junte, Amadou Sanogo, reste un homme vraiment d'influence. C'est le putschiste qui a pris le pouvoir à un moment, hein? Qui a pris le pouvoir en mars 2012, c'est lui qui a fait le coup d'État contre le président Amadou Toumani Touré, qui est ATT, là qu'on n'entend plus, qui est réfugié à Dakar. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jean-Yves Le Drian est allé à Ouagadougou voir le président Blaise Compaoré, qui était en fait le médiateur avec ses frères d'armes maliens et en particulier les anciens de la junte. Merci Antoine Glaser pour ces précisions, journaliste spécialiste de l'Afrique. Et donc ça fait 2 mois aujourd'hui que la France est en guerre au Mali. Ça tape, hein? 12h, 14h, toutes les infos avec Bernard Thomasson à retrouver sur franceinfo.fr. Un an après le début de l'affaire Mohamed Merah, les services de renseignement français ont-ils tous les moyens face à ce type de menaces terroristes? Pour empêcher le passage à l'acte d'islamistes radicaux comme l'avait fait Mohamed Merah, les services antiterroristes ont depuis 2011 et depuis le vote de la loi LOPSI 2 le droit d'espionner les ordinateurs de personnes suspectées. Le droit, mais pas la capacité technique, et c'est une information France Info. En effet, ce dispositif antiterroriste n'a pour l'instant jamais été appliqué, Stéphane Père. Oui, c'est un problème technique, un problème d'homologation qui est responsable de ce curieux blocage depuis des mois de l'antiterrorisme français. Depuis l'OPSI 2, cette loi sécuritaire votée par le précédent gouvernement, les enquêteurs ont le droit d'inoculer, d'implanter des virus informatiques directement ou à distance dans les ordinateurs des terroristes présumés. Des logiciels capables de capter en temps réel toutes les saisies du clavier, texte, mail, chat, avant que les contenus ne soient cryptés. Cette arme informatique censée surveiller et surtout contrer les projets d'attentats terroristes à court terme, on l'apprend, n'a jamais été utilisée par l'antiterrorisme français. C'est le juge Marc Trévidic qui a révélé il y a quelques jours l'information lors de la commission d'enquête parlementaire sur le renseignement. Pour l'instant, nous n'utilisons pas. C'est quelque chose qui nous est essentiel. Moi j'ai discuté de ça avec des gens des sérieux, mais moi j'en ai marre,
où on sauvegardait Borobudur, par exemple, il y avait des traditions en Indonésie qui étaient en train de disparaître. Et donc, voilà, le but de cette convention, c'est ça, c'est non seulement les arts du spectacle, la musique, mais c'est également les savoir-faire artisanaux. La France a fait inscrire sur ses listes de l'UNESCO un certain nombre de pratiques artisanales, la tapisserie de buisson, la dentelle d'Alençon, même le trait de charpente. Ah bon, des choses vraiment très très techniques et pas très bien. Pour qu'elle puisse continuer à être transmise. Voilà. Donc, il y a deux listes, il y a une liste dite représentative où on inscrit des éléments qui sont en bonne santé, et puis il y a une liste de sauvegarde urgente sur laquelle on inscrit au contraire des formes, des éléments, ce qu'on appelle des éléments qu'il faut sauvegarder très rapidement. La Maison des cultures du monde étant quand même pionnière dans la défense des traditions culturelles étrangères, c'est fatalement trouvé associé à cette convention, et c'est pour ça que